Docteur Alouache Yamel, bonjour. Bonjour, bonjour Marek. Alors, bienvenue à vous. On vous contacte, vous êtes dans la région parisienne, dans la région de l'Oise plus précisément. Alors, vous êtes médecin urgentiste et smuriste. Vous allez revenir sur le smur dans quelques instants. Vous avez eu entre les mains le premier cas diagnostiqué de coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, docteur Alouache? Oui, écoutez, je suis, de par mes fonctions médecin au SMUR, c'est le service médical d'urgence réanimation. C'est une unité qui se déplace en pré-hospitalier, c'est-à-dire vers les domiciles ou les scènes d'accident pour prendre en charge les victimes gravement malades ou traumatisées. Voilà, donc dans le cadre d'une intervention pour détresse respiratoire auprès d'un homme de 60 ans le 19 février dernier, mon équipe et moi-même avons été amenés à nous déplacer sur la commune de Crépy-en-Valois, qui est devenue par la suite l'épicentre de la propagation de l'infection en France, puisque nous avions affaire à un homme d'une soixantaine d'années, un enseignant, qui développait depuis quelques jours une détresse respiratoire qui s'est majorée dans la journée et que nous avons dû prendre en charge. Cette détresse respiratoire était assez atypique dans sa présentation puisque elle ne revêtait pas les caractères classiques de l'infection bactérienne. Il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas de signes auscultatoires et nous avons compte tenu de la gravité d'emblée, mis ce patient sous aide respiratoire. Donc on l'a branché une machine qui impulsait de l'air positif très riche en oxygène de manière à l'aider à respirer. Mais malgré ces mesures de réanimation, nous n'avions pas réussi à beaucoup l'améliorer et nous avions convenu de l'amener dans un service de réanimation. Donc nous avons fait un premier transport vers l'hôpital de Compiègne qui s'est avéré ne pas pouvoir le prendre en charge. Donc nous l'avons transféré dans la foulée vers l'hôpital de Creil où il a été admis directement en réanimation. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même il y a un mois, nous n'avions qu'un seul cas de Covid-19 en France. C'est un Chinois, un cas importé qui venait de Chine et qui était en isolement. On était loin de penser qu'il s'agissait du même cas de figure, donc des précautions n'avaient pas été prises. À la fois par mon équipe, ni par celle de l'hôpital de Creil. Le patient était admis en réanimation, il y est resté une semaine, le patient s'est dégradé, a dû être transféré à la Pitié-Salpêtrière juste avant qu'il ne décède le lendemain. Cette prise en charge a eu des conséquences puisque, par mesure de précaution, Oui. le service de réanimation a été fermé euh, pour éviter une propagation de l'infection et les médecins qui ont pris en charge ainsi que les infirmières ce patient ont été amenés à être en confinement. Donc on nous a demandé de ne plus aller travailler, chose que nous avons fait. Euh, voilà. Donc Alors, ça s'est passé le 19 février. Vous êtes resté combien de temps en confinement, docteur Alouache? alors, je suis resté en confinement qu'une seule semaine parce que je n'ai appris le décès du patient et sa positivité qu'une semaine après. Donc, une semaine plus une semaine, ça nous faisait 15 jours. Donc, ça faisait 14 jours. Donc, on a pu reprendre le travail, euh, excepté deux de mes collègues qui avaient été mis en quarantaine, à qui on a demandé de revenir travailler rapidement puisque nous étions très démunis au niveau des effectifs du SMUR, parce que 3 médecins en moins, ça fait beaucoup pour pouvoir tenir, Ouais. sans compter que la réanimation était fermée également. Et d'autres cas sont venus se surajouter par la suite, puisque la région de l'Oise, de Crépy-en-Valois, a été très fortement affectée par la propagation du virus localement. Les maisons de Ah, retraite et différentes personnes qui venaient aux urgences avec des signes respiratoires. Les cas ont été de plus en plus nombreux. alors, mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette région? Pourquoi est-ce que c'est cette région qui devient l'épicentre? Alors, je vous pose toutes ces questions parce que il est peut-être important de comprendre ce qui s'est passé chez les pays voisins pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer ici en Algérie. Pourquoi l'Oise? Pourquoi cette région? Comment ça se fait? Vous dites que le premier cas est arrivé, qu'il a été importé de Chine, que tout de suite il a été confiné, isolé, que ça ne pouvait pas être lui, en fin de compte, la personne qui a propagé ce virus un peu partout en France.
Est-ce qu'il y a des explications derrière tout ça? Alors, il y a une explication. Nous n'avons pas les versions officielles, hein, bien sûr, Ouais. mais dans l'Oise, pas très loin de Crépy-en-Valois, il y a une base aérienne militaire à Creil qui accueille bien sûr des militaires et qui sont chargés du transport logistique de matériel et de troupes. Le premier cas d'importation aurait pu provenir de cette base aérienne. Ce sont des hypothèses qui ont été soulevées. D'autant plus que j'avais contacté l'épouse du patient qui est décédé quelques temps après pour évoquer la question et sa situation. Il s'agissait donc, comme je vous le disais, d'un enseignant, d'un couple d'enseignants, et en reprenant l'historique, il se trouve que plusieurs enseignants étaient grippés en même temps que ce pauvre monsieur qui est décédé. Plusieurs étaient grippés et il y aurait eu un contact entre quelqu'un de la base aérienne et ses enseignants qui aurait pu favoriser la propagation du virus. Voilà, c'est une explication. Voilà. Alors, c'est l'une des explications, effectivement. Alors, à partir de ce premier cas, d'ailleurs, c'est le tout premier en France, c'est l'un des premiers aussi en Europe, il est entre vos mains, vous retirez pendant une semaine, même si pendant une semaine vous continuez à travailler, mais par la suite vous confinez pendant une semaine. À votre retour, on vous a testé, on ne vous a pas testé, vous êtes revenu au travail le plus normalement du monde? Alors, c'est le problème, et ça a été l'objet de quelques tensions entre le personnel de mon hôpital et les autorités sanitaires régionales, puisqu'on ne nous a pas testés. Ils n'avaient pas estimé utile à l'époque de nous tester. On nous a demandé de reprendre le travail et qu'il n'était pas indispensable de nous tester si nous n'étions pas symptomatiques, ce qu'on peut comprendre. Mais au début, ce virus, on ne le connaissait pas très bien. On commence à le connaître un peu mieux. Il s'est dit beaucoup de choses. On le connaissait même très mal parce qu'on pensait à une petite grippe. On s'attendait à ce que ça soit moins létal que la grippe saisonnière, mais on se rend compte que c'est un virus qui est quand même plus dangereux maintenant, avec un taux de mortalité bien plus important. Et donc, il n'y a pas eu de test de fait pour tout le personnel. Seuls ceux qui étaient symptomatiques ont été testés. Voilà. J'ai, pour ma part, demandé à être testé il y a une dizaine de jours, puisque je ressentais des symptômes. Je ressentais une grosse fatigue, des frissons, un syndrome fébrile, une fatigue très très importante, et j'ai été testé positif. C'était mon cas, comme fut le cas d'un de mes collègues, qui a été testé positif 2 jours avant moi, et d'autres membres du personnel à la fois hospitalier, médical et paramédical. En fin de compte, ce premier cas du 19 février, il a infecté combien de personnes en tout? Alors, on ne pourra pas le dire précisément, je n'ai pas les chiffres, mais oui. En tout cas sur la région de l'Oise, énormément de cas, parce que la réanimation de l'hôpital de Compiègne également, parce qu'un autre patient a été hospitalisé à l'hôpital de Compiègne, c'est dans l'Oise, hein, toujours. Ce patient est décédé, hein, peu de temps après mon patient. La réanimation a dû être fermée également pendant quelques jours. Donc plusieurs cas se sont propagés comme ça, soit à travers des sujets contacts dans la ville, ou soit à partir de l'hôpital. Voilà. Donc il y a eu une propagation de l'infection à partir de ce qu'on appelle un cluster. Il suffit d'avoir quelques cas pour que ces derniers propagent le virus à d'autres. Alors, docteur Aloueche, on va revenir un peu sur la sensibilisation, sur les conseils que vous pourriez donner, sur le vrai du faux, de l'utilité des gants, des masques, qui doit les utiliser. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Alors aujourd'hui, vous le dites, vous êtes touché par le coronavirus. Vous l'avez appris quand exactement, et comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors, je l'ai appris lundi dernier. J'étais de garde samedi dernier, pas celui-ci, l'autre d'avant. J'ai appris ma positivité par téléphone lundi, il y a 8 jours, et les symptômes chez moi ont été extrêmement stables, puisque tous les jours je ressentais de la fatigue, des frissons, un peu de fièvre, et puis c'est tout.
Et depuis aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je ne ressens plus aucun symptôme. Et je pense que j'en suis sorti, me semble-t-il. Alors là, il faut rappeler que vous êtes confiné chez vous. On vous a éloigné de votre famille. Quelles sont les mesures restrictives dans votre cas? Alors, cette question est intéressante. Il y a eu 2 étapes. Je me suis auto-confiné, bien sûr. Donc mes enfants, je ne les ai pas. Je vis tout seul actuellement. Et par contre, la première fois où on m'avait mis en quarantaine, il y avait eu très peu d'informations concernant les médecins qui avaient été mis en quarantaine. Donc on ne savait pas ce qu'on devait dire, ce qu'on devait faire, notre attitude vis-à-vis de nos familles, nos enfants. On ne savait pas si on pouvait les approcher, puisqu'il commençait à s'installer une certaine psychose en France, et tout le monde disait tout et n'importe quoi. J'ai quand même pris mon téléphone et j'ai appelé le référent infectiologue du nord de la France à Lille pour lui soumettre le problème, non pas pour ma propre santé, mais d'un point de vue communication. Comment gérer la communication, puisque si j'étais en quarantaine, j'étais potentiellement porteur du germe. Si j'étais potentiellement porteur du germe, j'aurais pu le transmettre à mes enfants qui, eux, pourraient le transmettre dans leur collège. L'infectiologue m'a dit, surtout ne dites rien. Les cas de transmission de contact à contact, c'est extrêmement faible. Il est très peu probable que ça se produise. Donc ne dites rien, vous allez créer un sentiment de panique. Et effectivement, on voyait des écoles fermées en France à l'époque, qui fermaient simplement parce qu'un instituteur revenait d'Italie, par exemple. On était dans une certaine psychose. Donc je n'avais rien dit. Et puis tout s'est bien passé. Mais là, étant positif et symptomatique, je sais très bien que j'étais fortement à risque de propager ce virus à autrui. Donc c'est pour ça que je me suis isolé de ma famille. Je suis tout seul. En fin de compte, dans votre cas en particulier, vous êtes, on va dire, la forme la plus basique, quel est le terme scientifique qui irait le plus dans ce cas précis? C'est une forme la moins sévère, la forme la moins sévère. Je vais appeler ça, on appelle ça paucisymptomatique. Très peu de symptômes, mais ça suffit. Le fait d'en avoir, on est quand même porteur du virus. Hein. Il se loge dans le nasopharynx, ce virus, donc au fond des fosses nasales. Si on devait faire un test aujourd'hui, un prélèvement écouvillon, je serais certainement positif à nouveau, avec un résiduel de germes viral, mais ce résiduel serait trop faible pour contaminer les autres. Donc ce qui signe en fait le fait qu'on est moins à risque de contaminer autrui, c'est les symptômes. À partir du moment où vous avez plus de symptômes, vous êtes moins à risque de faire circuler le virus. Voilà. Alors il faut savoir que ce virus ne disparaît pas totalement tout de suite. Voilà, il faudrait quand même que je me teste dans une semaine pour m'assurer que je n'ai absolument plus rien. Voilà, la question est de savoir si mon infection m'a conféré une immunité. Ça, c'est pas sûr. Classiquement, c'est le cas. Quand on contracte une infection virale avec le même germe, on est immunisé normalement. L'organisme a développé une certaine immunité et peut, pendant toute la période de la maladie, a développé des anticorps et des cellules de l'immunité de manière à faire face à une autre infection. Mais ce qu'on ne sait pas actuellement avec ce coronavirus, c'est si le fait d'être infecté une première fois nous protège d'une deuxième infection. On ne le sait pas parce que certains cas, il y a eu des cas rapportés en Chine, quelques rares cas bien sûr, d'infections récurrentes. Ça s'est vu, voilà. Mais je ne pense pas que ça puisse être la règle, mais il faut quand même être vigilant et faire très attention à ça. Il vous arrive d'être inquiet? Pas du tout, pas pour moi, pas pour moi, pour les autres. Alors, je suis désolé de vous poser la question, hein, mais quand on porte le virus comme vous le portez aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de honte. Hein. C'est un virus, c'est une pandémie mondiale. Et ça tombe bien, parce que tout à l'heure, si vous me permettez, on reviendra sur cela. Il y a beaucoup de cas qui ne veulent pas déclarer parce qu'ils ont honte aujourd'hui d'être atteints du corona. Mais dans votre cas en particulier, je suis désolé de vous poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une phase qui pourrait survenir d'un coup en étant plus sévère
tout en ayant vécu une dizaine de jours avec le virus le plus normalement du monde. Vous avez tout à fait raison. Au tout début, ça m'avait quand même inquiété, effectivement. Le fait que des symptômes respiratoires surviennent est un mauvais tournant en général. C'est que la détresse respiratoire, quand elle s'installe, elle a tendance à s'aggraver. Elle s'aggrave et nécessite des mesures réanimatoires. Elle ne va pas disparaître seule. Et c'est ça qui est très inquiétant. Je n'ai pas eu de symptômes respiratoires, je n'ai pas eu de toux. La toux n'étant pas un symptôme grave, hein, bien sûr, mais la détresse respiratoire est un signe inquiétant, un signe péjoratif qu'il faut surveiller et qui nécessite une attention médicale, c'est-à-dire de se rendre à l'hôpital pour des soins parce qu'on n'en guérit pas tout seul. Voilà. Le problème de la détresse respiratoire, c'est que ce sont des symptômes qui entraînent une défaillance respiratoire majeure. Lorsqu'on fait des scanners, parce que maintenant c'est ce qu'on fait, on fait des scanners, on se rend compte que les alvéoles, les poumons, sont complètement mangés par le virus. Les poumons sur un scanner, hein, quand vous faites un scanner, vous regardez les poumons de quelqu'un de normal, les poumons sont noirs parce que c'est de l'air. Mais les gens qui sont infectés par le virus, c'est rempli de blanc. C'est qu'il y a une réaction inflammatoire majeure qui entrave les échanges gazeux. Voilà, donc la personne ne peut plus respirer. Elle est pleine d'eau, entre guillemets, dans ses poumons, elle ne peut plus respirer. Et l'ampliation thoracique ne se fait plus normalement. Les poumons et une partie des poumons, les lobes pulmonaires se collabent et deviennent très très enraidis en fait. Les poumons ne s'ouvrent plus normalement et la personne souvent développe une surinfection derrière qui est un germe bactérien qui peut venir aggraver le tableau. Parce que les gens ne meurent pas uniquement du coronavirus. Il y a différents types de complications qui peuvent survenir. Une défaillance cardiaque, un infarctus peut survenir. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'embolies pulmonaires massives. Une réaction inflammatoire systémique de l'organisme favorise le dérèglement de l'hémostase. L'hémostase, c'est la coagulation qui s'effectue naturellement dans le secteur vasculaire. Et lorsqu'il y a un dérèglement des médiateurs de l'inflammation qui vont influer sur les mécanismes d'hémostase, ça va entraîner des caillots. Et ces caillots vont bloquer les artères à destination pulmonaire et entraîner le décès du patient, malheureusement. Alors, les problèmes rénaux, pardon, excusez-moi, il y a aussi les problèmes rénaux qui se surajoutent, bien sûr. Voilà. Et d'où la contre-indication, en tout cas, d'où l'appel à la vigilance encore plus pour ceux qui sont atteints d'une maladie chronique. Docteur Aloueche, vu la situation aujourd'hui, ça se calme en Chine, ça s'enflamme en Europe quand on voit les chiffres macabres annoncés, affichés par l'Italie, quand on voit la situation en France. Aujourd'hui, on ne peut que s'inquiéter pour notre région. La région Nord-Afrique et forcément l'Algérie. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, de 1, et par la suite, que faut-il faire aujourd'hui pour stopper la pandémie, pour bloquer la propagation du virus? Alors, je viens de prendre connaissance des derniers chiffres en Algérie. Il y a 217 cas, je crois, positifs. Le nombre, j'essaie de le retrouver, il y a un certain nombre de décès, je n'ai plus le chiffre exact, hein, vous m'excuserez, mais voilà, on en est à 217 cas, je crois, en Algérie, et puis quelques dizaines de décès. Ce sont des chiffres encore très, très faibles, d'accord? Il est encore possible d'intervenir de façon très efficace, mais il faut intervenir de façon radicale, c'est-à-dire un confinement total. Total, il n'est pas question d'attendre qu'il y ait 500 cas, 1000 cas ou 2000 cas en Algérie pour intervenir, puisque le virus ne va pas se développer uniquement dans la même région. Il va y avoir une dissémination qui va venir d'un peu partout. Les prises en charge vont être très compliquées puisqu'il faut des mesures sanitaires extrêmement développées pour prendre en charge plusieurs milliers de
personnes qui nécessiteront des lits d'hospitalisation ou des lits de réanimation. Il n'est pas sûr que l'Algérie ait les moyens de faire face. On sait très bien que l'Italie a eu des grosses difficultés, l'Espagne également. L'Angleterre, le pire est à venir pour eux, parce qu'ils ont beaucoup moins de lits de réanimation qu'en France et qu'en Italie, on le sait ça. Ce sont donc des pays qui sont très développés d'un point de vue sanitaire, mais dont on sait qu'il va vraisemblablement y avoir de gros problèmes de prise en charge. Pour revenir à l'Algérie, la chance de l'Algérie, entre guillemets, c'est qu'elle a développé l'infection avec 3 semaines de retard, 3-4 semaines de retard par rapport à l'Italie. D'accord ? La France a tergiversé, l'Italie également. Les mesures drastiques n'ont pas été prises en charge immédiatement et ça a occasionné un développement très important du nombre de cas positifs et du cas de détresse respiratoire nécessitant des prises en charge spécialisées en réanimation. L'Algérie n'en est qu'au début. C'est au pouvoir public de faire face à leurs responsabilités et d'imposer immédiatement, quand je dis immédiatement, ce n'est pas demain ni après-demain, c'est maintenant, un confinement total. Un confinement qui serait amené à être respecté et qu'il faudra absolument respecter. Il faudra intervenir sur le mode législatif, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut des lois par décret, de manière à imposer à la population les mesures de restriction, qu'elles leur soient opposables et qu'on puisse également sanctionner, via des amendes par exemple, tout comportement contrevenant aux règles sanitaires qui ont été édictées. Donc, il faut intervenir tout de suite, parce que le meilleur moyen d'endiguer cette propagation, c'est de confiner les quelques cas à un développement très local sans qu'il puisse se développer dans le reste du pays. Parce qu'ensuite, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, vu le nombre de cas asymptomatiques, de porteurs sains qui vont propager le virus, la situation va devenir vite ingérable. Voilà. Donc des pays ont réussi. La Chine, on sait que la Corée du Sud a réussi à avoir de très bons résultats. Aujourd'hui, on parle de Corée du Sud, on parle de Taïwan, on parle de Singapour qui aurait réussi à stopper très rapidement la propagation. Vous parlez du confinement, alors, et on en parlait en coulisses tout à l'heure, il est quand même très compliqué de changer certaines traditions chez certaines populations et dans certains pays. La nôtre, on la connaît bien, elle est habituée à l'extérieur, elle est habituée à se croiser, à s'embrasser, à se rencontrer, à échanger, à passer beaucoup de temps en groupe et à l'extérieur, beaucoup d'ailleurs. Comment faire aujourd'hui? Je sais que c'est une question qui relèverait plutôt d'un spécialiste en psychologie ou en sociologie, mais quel est le conseil, vous qui êtes médecin, vous qui avez été au contact des personnes qui ont été atteintes du Covid, vous qui avez rencontré même des personnes qui sont décédées par la suite par le Covid, et vous qui, encore une fois, avez contracté le virus du corona. Donc, en fin de compte, quel langage adopter pour essayer de sensibiliser? Non pas pour insulter les gens et leur dire que vous n'êtes pas éduqués, mais plutôt pour les sensibiliser à la gravité de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est très simple. Les Algériens ne le savent peut-être pas, mais nous, on a regardé le Irak de France. Le monde entier a regardé les Algériens. On a vu les Algériens sortir par milliers, par millions dans la rue, sans aucune violence, en faisant la fête. L'Algérie a montré qu'elle avait un peuple très discipliné, un peuple très responsable, qui sait attirer le respect du monde entier. Je pense que les Algériens peuvent mettre en œuvre les mesures de confinement très facilement. Ils l'ont démontré au cours du Irak, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Il est effectivement difficile d'imposer les choses du jour au lendemain. Les Français l'ont fait progressivement, les Italiens également. D'accord ? Parce que d'un point de vue politique, c'est pas évident de dire allez, tout le monde à la maison, on ferme les portes, personne ne sort. C'est très difficile. Mais les Algériens ont montré leur capacité à s'adapter, à montrer leur sens de la responsabilité. Ils l'ont fait, ils peuvent le refaire. Tout simplement. Alors, docteur Aloueche, cette fois-ci, on va parler un peu santé, si vous me permettez. Alors, d'abord, les gants.
Aujourd'hui, le personnel de santé souffre d'un manque de gants, d'un manque flagrant de beaucoup de moyens d'ailleurs, notamment les gants. Je pourrais vous montrer aussi un masque qui se trouve juste derrière. Est-il nécessaire pour un simple citoyen de porter des gants en sortant à l'extérieur? Et le masque, même question évidemment. Alors les gants, c'est très simple, non, ça ne sert à rien. Un gant, par définition, c'est sale, ça va devenir sale, tout simplement. Voilà, les mains se lavent. Les mains peuvent rester propres, on peut les laver plusieurs fois. Les gants, une fois que vous les avez utilisés quelques minutes ou quelques heures, il faut les jeter. Le masque, c'est pareil. Le masque, il ne sert à rien de porter un masque si vous n'êtes pas symptomatique. Si vous n'avez aucun symptôme, ça ne sert à rien. La meilleure des mesures, c'est de se tenir à distance d'autrui, d'essayer de respecter, en France on dit 1 mètre, 1 mètre 50, c'est très bien. Le masque se colonise en virus. Il ne faut pas l'oublier. Un masque, il faut le changer toutes les 3-4 heures. Il faut pouvoir en avoir. Sur une journée, nous, à l'hôpital, on les change régulièrement. Mais on fait face à une pénurie de masques. En France, un peu partout, hein, d'ailleurs. Les mesures les plus importantes, c'est pas de gants, se laver les mains régulièrement, faire attention à ce qu'on touche, nettoyer les surfaces inertes. Le germe, il ne reste pas trop longtemps sur une surface inerte. Hein. La surface inerte, c'est une surface métallique, du bois ou des choses comme ça. Il va mourir à l'air. Hein. Il va mourir à l'air libre au bout de 2-3 heures en général. Il est très important de ne pas s'embrasser. Lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, on éternue dans le coude, en fait, dans le creux de son coude, effectivement, merci. Mais il faut aussi songer à changer ses habits, d'accord? On ne peut pas se promener un jour ou deux avec les mêmes habits comme ça. Il faut les changer, laver régulièrement ses habits, éviter de fréquenter les gens, tout simplement. Le confinement, c'est quoi? C'est d'éviter d'aller voir la famille et les amis. C'est de rester enfermé avec les siens et toujours les mêmes. Voilà. Quand on a la possibilité, c'est d'éviter des contacts avec autrui, vraiment, et de limiter ses déplacements, d'aller faire ses courses uniquement pour ce qu'il y a de plus important et de vital pour sa vie de tous les jours. On va faire ses courses 1 fois par semaine, par exemple, et non pas 2 fois par jour. On limite les déplacements, on limite les contacts. Voilà. Ouais. Docteur Aloueche, merci encore de répondre à toutes ces questions. Nous avons été coupés, nous revenons quelques minutes après. Alors, docteur Aloueche, pour commencer, actuellement, avec la pénurie de masques qui existe aujourd'hui dans les hôpitaux, mais aussi pour la population, beaucoup s'organisent pour en fabriquer de manière artisanale. Est-ce qu'il est bon d'user de ces masques, d'utiliser ce genre de masque? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de porter des masques et on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été fabriqués? Et sont-ils réellement utiles, même pour le personnel médical? Alors, les masques de protection répondent à des normes de fabrication, des normes en lien avec un cahier des charges bien précis, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité. Le fait que certaines personnes bricolent des masques pour en confectionner et se protéger est une entreprise un petit peu risquée dans la mesure où on ne sait pas si ces masques protègent réellement. Il faut savoir qu'un masque a une durée d'efficacité, durée de vie d'efficacité limitée dans le temps. On estime que c'est environ 3 heures pour un masque qui est conforme aux normes. Hein, donc au bout de 3 heures, il faut jeter le masque pour le changer, puisque ce dernier devient colonisé par le virus. Donc le fait de fabriquer soi-même des masques n'est pas une garantie de sécurité. Le mieux, c'est vraiment de respecter une distance de sécurité entre deux personnes, deux interlocuteurs, de manière à éviter la propagation du virus et sa transmission. Donc, il faut se fier qu'à une seule norme, celle du laboratoire, qui est dictée par les mesures et par les normes sanitaires en vigueur dans le pays dans lequel ils sont commercialisés. Alors, l'une des questions, docteur Aloueche, l'une des questions qui revient le plus souvent d'ailleurs, que ce soit sur l'aspect actualité médiatique ou même entre les gens sur les réseaux sociaux,
entre les internautes sur les réseaux sociaux. C'est la disponibilité des tests. Doit-on, au jour d'aujourd'hui, tester l'ensemble de la population pour avoir des chiffres clairs? Est-ce que des chiffres clairs sur la situation de chaque pays? On sait que l'exemple de la Corée du Sud, ça a été la pratique qui a été choisie. Tester 20 000 personnes par jour durant toute la période. Et puis, c'était leur manière à eux de bloquer l'évolution de la pandémie. Est-ce que dans le cas des pays comme l'Algérie, on doit absolument tester tout le monde? Quel apport pour le test? Est-il réellement efficace? Et est-ce que le test est disponible? Alors, il faut se poser la question, toujours en médecine, lorsqu'on entreprend des investigations, quelles qu'elles soient, à quoi bon et à quelle finalité. De faire des tests pour tout le monde, ça rassurerait la population, ou ça informerait la population à un moment T de l'état de séropositivité des individus. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est négatif à un moment T peut être positif à un moment T plus 1 ou T plus 2, c'est-à-dire dans un jour ou 2 jours. Mais in fine, qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat? Si la personne est symptomatique, il conviendrait de l'isoler et de la considérer comme positive, de manière à ce que cette personne prenne les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les autres surtout. Le fait d'être négative peut être faussement rassurant parce qu'il y a des tests qui montrent ce qu'on appelle des faux négatifs. Ils peuvent être négatifs alors que la personne est porteuse du virus. Il suffit que la charge virale qui a été obtenue au bout de l'écouvillon soit trop peu importante pour que le test devienne négatif. Et on aura un test faussement négatif. Donc, il convient de prendre toutes les mesures qui s'imposent à partir du moment où une personne est positive. Voilà. Le fait de faire des tests à tout va n'apportera rien de plus pour protéger la population de la propagation de ce virus. Ce n'est pas parce qu'on va faire plein de tests tous les jours, des milliers par jour, que ça va plus protéger les populations. C'est faux de le croire. Et ce serait peut-être se reposer sur des chiffres qui pourraient être erronés quant à un certain nombre de négativité. Ça pourrait rassurer les gens et relâcher la vigilance. Alors, docteur Aloueche, il y a quelques instants, on a vu passer un chat derrière vous, ce qui nous amène à nous poser une question peut-être qui va vous faire sourire, mais la transmission de ce coronavirus, de ce Covid, elle provient de l'animal vers l'homme, on le sait, mais est-ce qu'elle peut revenir de l'homme vers l'animal? Ça, je ne pourrais vous répondre. C'est une affaire de spécialistes et de recul que nous n'avons pas. Donc, on ne sait même pas de quel animal cela provient déjà. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Mais là, de dire que ça retournerait dans l'autre sens dans le monde animal, il faudrait que le virus mute une nouvelle fois, ce qui est peu probable. Dans le cas de votre chat, il va bien, il ne risque rien. Il est en sécurité ici. Il est en sécurité. Docteur Aloueche, je vous remercie. L'interview, beaucoup l'auront compris, l'interview s'est faite en deux parties. La première, et puis il y avait une deuxième qui, hélas, a disparu. Je vous remercie pour votre disponibilité, parce que vous avez accepté de refaire cette deuxième partie d'interview. Maintenant, j'aimerais bien qu'on finisse avec un message de sensibilisation. Alors, docteur Aloueche, qui mieux que vous, qui est mieux placé que vous, en fin de compte, pour parler à l'ensemble des gens qui vont nous regarder, à l'ensemble des gens qui cherchent des réponses dans cette crise. Vous qui avez découvert le premier cas de Covid en France, le premier cas avéré, le premier cas décédé, vous qui avez continué à travailler malgré tout, vous qui avez connu le confinement à 2 reprises, vous qui aujourd'hui êtes atteint du coronavirus, quel message vous pourriez adresser à l'ensemble des Algériens qui vont regarder cette vidéo? Écoutez, c'est une épidémie, une pandémie à prendre très au sérieux, qui se développe très très vite, qui se propage très vite, puisque tous les 2,3 jours, le nombre de cas double. Ça va très vite et il est important que chacun prenne ses responsabilités, se protège et protège les autres et respecte scrupuleusement les mesures sanitaires qui sont mises ou qui vont être mises en œuvre,
parce que sans prise de conscience et sans respect de ces mesures, le virus ne va faire que se propager et tuer des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Donc, on a moyen d'agir, c'est maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Et le moyen d'agir, c'est de se confiner tout simplement, c'est de rester chez soi. C'est ça. Rester chez soi et respecter des distances de sécurité entre les gens, se laver souvent les mains et respecter toutes les mesures d'hygiène indispensables afin d'éviter la propagation du virus. Souligné. Docteur Aloueche, je tiens à vous remercier sincèrement et du fond du cœur, car malgré la maladie, malgré la fatigue, malgré le coronavirus, j'espère ne pas vous froisser en le disant, mais que vous portez aujourd'hui, parce que vous êtes atteint du coronavirus, Oh non, vous avez accepté de répondre à... Je préfère avertir, vous avez accepté de répondre à cette interview. Que voulez-vous que je vous dise? Merci d'avoir témoigné d'abord en tant que médecin. Merci d'avoir raconté l'expérience, votre expérience, qui vous a amené à rencontrer le premier cas avéré, constaté et d'ailleurs décédé de coronavirus en France. Et puis, merci d'avoir témoigné pour l'ensemble qui, à travers votre interview, et ça je tiens à le préciser, à travers cette interview, pourront comprendre qu'on ne parle pas de la France pour parler du modèle français, mais on parle de la France pour sensibiliser et puis peut-être éviter les erreurs ou les mauvaises décisions qui ont été prises de l'autre côté de la Méditerranée, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays, pour peut-être déjà nous, en tant que citoyens, être sensibilisés à la question. Et puis par la suite, si le message pouvait arriver aux autorités sanitaires, ce serait peut-être un miracle, mais ce serait une bonne chose. Voilà. Docteur Aloueche, si vous acceptez, on vous rappellera dans les prochains jours pour savoir un peu comment vous allez. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Marès. C'est très bien ce que vous faites. Je vous encourage à continuer. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir participé, d'avoir peut-être contribué à aider à ce que la situation en Algérie évolue favorablement lorsque la prise de conscience sera effective très rapidement, du moins je le souhaite. Merci à vous en tous les cas. Merci bien. Et confinez-vous, c'est le message que vous lancez aujourd'hui, en tout cas à travers cette interview. On s'en sortira sans sortir. Merci beaucoup, docteur Aloueche. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, docteur Aloueche. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Malgré la maladie, malgré la fatigue, en tout cas, je vous remercie sincèrement et du fond du cœur. Si vous me permettez, on vous rappellera dans les prochains jours pour suivre un peu votre état et pour avoir des nouvelles de docteur Aloueche et de savoir un peu, en fait, de suivre un peu votre période de confinement, mais surtout la fin, parce que dans les prochains jours, ça devrait être fini. En tout cas, on vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, docteur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était un plaisir.